Luc Ferry s'est auto-ridiculisé sur un plateau télé. Alors comment ça s'est passé ? Dimanche 8 mars, il était invité sur le plateau de LCI, où il a tenu des propos très polémiques et contestés. Connu pour ses paroles appréciées du public, disons que cette fois-ci ça n'a pas été le cas dans l'affaire de la guerre en Iran. Je vous laisse suivre un extrait puis on revient. Une région sous haute tension avec notamment ces frappes américaines et israéliennes, Luc Ferry. Est-ce qu'une frappe extérieure affaiblit vraiment un régime ? Oui, évidemment, oui. Ça, il n'y a pas photo, oui. Donc oui, bien sûr, ça va l'anéantir militairement. Mais vous savez, quand un régime criminel est anéanti militairement, il est clair que politiquement, il ne va pas bien non plus. Donc bien sûr que ce régime va finir par tomber. Ça n'est qu'une question de temps. Et encore une fois, depuis la chute du communisme et je dirais depuis la fin du nazisme, c'est la troisième meilleure nouvelle du siècle et demi qui vient de s'écouler. Donc bravo, voilà. Et je suis désolé de dire ça parce que l'homme n'est pas sympathique et je comprends parfaitement que rien qu'à le voir, il est tellement antipathique ce pauvre président américain, mais il est le seul au monde. Il est le seul être au monde et le seul homme politique au monde à être capable de faire le boulot. Voilà, alors c'est ce qu'il dit lui-même. Lui, il dit « Je ne veux pas revenir dans 10 ans ». On le voit à l'écran, Luc Ferry, un 7e soldat américain tué en opération. Ça va lui coûter cher pour les prochaines élections. Mais non, ça s'appelle la guerre. Il l'a dit d'ailleurs un peu maladroitement. Mais écoutez, franchement, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 65 millions de morts. Bon, donc arrêtons de comparer des choses qui sont incomparables. 7 soldats américains tués. Le jour où il gagnera cette guerre, et ça va arriver, où il fera tomber ce régime criminel, donc ce régime abominable qui a donné l'ordre de crever, de tirer dans les yeux de ces gamins. Donc le jour où il le fera tomber, même ceux qui sont contre la guerre, qui sont pacifistes aux États-Unis, dans le mouvement MAGA, comprendront que faire la guerre à la guerre, c'est aller vers la paix. Voilà, et donc moi je pense qu'il remportera la mise dès qu'il aura gagné. Vous savez, quand on gagne la victoire, il y a rien de plus salutaire pour un président de la République. Mais donc certains il y arrivera. vous donnent l'exemple de l'Irak. Beaucoup de sénateurs et de membres du Congrès américain disent les interventions militaires occidentales, elles n'ont pas vraiment produit des démocraties durables. Pourquoi on les croirait cette fois ? Pearl Harbor, non, il y a l'intervention aussi au Falkland. Non, c'est pas vrai. Donc tout ça, c'est des rengaines sur le droit international. Vous savez, la souveraineté des États, le droit international. On se fout du monde. Le droit international, il faut quand même réfléchir 3 secondes. Parlons-en un peu sérieusement. Le droit international, c'est formidable entre nations respectables. Voilà, entre nations respectables, il y a, par exemple, il y a des règles de la guerre, il y a un certain nombre d'armes qu'on n'utilise pas, par exemple, je sais pas moi, les mines antipersonnelles, des choses comme ça. Mais quand on a affaire à des voyous, et puis il y a évidemment un droit international économique qui est très important. Par exemple, ça permet de définir jusqu'à quelle distance un pays peut considérer que les ressources halieutiques, les poissons, ce qu'il y a dans le sous-sol, sous la mer, ça lui appartient ou pas. Tout ça, c'est utile. Mais tout ça n'est utile qu'entre gens raisonnables, entre démocraties. Mais avec des voyous criminels, le droit international, l'appel au droit international, non seulement c'est une plaisanterie, c'est une absurdité, mais dire il faut respecter le droit international vis-à-vis de l'Iran. Mais la vérité, c'est que ça dissimule non seulement une méconnaissance complète de ce qu'est vraiment le droit international, mais ça dissimule en vérité, dans les 3/4 des cas, la haine d'Israël, pour ne pas aller plus loin. Mais je pourrais vous dire, pendant des années, ça a fonctionné. On a eu des accords avec la Chine, la Russie, avec des pays autoritaires. Pas une seconde. Depuis 1945, le droit international, ça a fonctionné entre démocraties, mais ça n'a servi qu'à protéger les pires régimes. Donc l'Empire soviétique stalinien, très protégé, ça sert aujourd'hui à protéger ceux qui disent « cette guerre, je ne peux pas la soutenir parce qu'elle est contraire au droit international ». Donc ça protège quoi ? Le régime des mollahs. Donc ça n'a pas empêché le communisme de tuer 120 millions de personnes dans le monde, ça n'a pas empêché le maoïsme de tuer 70 millions de personnes en Chine. Donc le droit international n'a rien empêché du tout, rien. Donc la Chine de Mao a été un régime absolument criminel, la Russie de Staline aussi, les malheureux pays de l'Est, ça n'a pas empêché Videla et Pinochet de faire leur saloperie en Amérique latine. Donc c'est une blague. Le droit international, encore une fois, c'est très bien entre nations
démocratique, humaniste, raisonnable, parce que ça limite les dégâts, et notamment sur le plan économique. Mais pour le reste, quand on a affaire à des régimes comme le régime des Mollahs, donc un régime qui n'hésite pas à tuer 30 000, et quand on dit 30 000, c'est probablement plus, en demandant qu'on leur tire dans les yeux à ces gamins. Le droit international, encore une fois, ne sert que de paravent à des gens qui, en vérité, détestent Israël dans les 3/4 des cas. Mais certains disent que l'Occident est un peu dans la panade quand il commence à frapper. Si chacun commence à frapper dès qu'il se sent menacé, plus personne ne peut donner de oui, leçons. C'est facile à dire. Voilà, dans ce cas, tout le monde a tort, tout le monde est pareil, tout le monde. Non, là, il y a un régime ignoble, et donc c'est très bien qu'on ait enfin le courage de ce que Bernard Kouchner appelait et appelle toujours le droit et le devoir d'ingérence. Voilà. Et je vous rappelle ce que je vous citais la dernière fois. Peut-être vous en souvenez, peut-être ceux qui nous écoutent s'en souviendront. Pardon c'est pas du radotage, mais quand Goebbels arrive en 1936 à la SDN et que le juif Bernheim dit mais regardez ce qui se passe chez nous, le régime nazi est en train de massacrer les juifs, littéralement, et il donne des exemples. Et Goebbels intervient en disant « Mais le droit international protège l'État-nation, nous sommes souverains, ce sont nos juifs, ce sont nos communistes, ça ne vous regarde pas. » C'est ça le droit international aussi. Donc quand on a affaire à des saloperies vivantes, qu'on a affaire à des régimes criminels de A jusqu'à Z, le droit international ne fait que protéger le pire. Voilà. Donc le droit international, c'est formidable quand ça pacifie les relations entre gens raisonnables, et ça peut être très utile. Par exemple, dire, écoutez, nous on est obligés, on a des opérations extérieures, même la France fait la guerre, encore, ça peut arriver qu'on soit obligé de faire la guerre. Alors on a des règles, par exemple, on dit, on n'utilisera pas les mines antipersonnelles parce que c'est une vraie saloperie. Quand Joe Biden a donné des mines antipersonnelles en Ukraine, ça a fait un scandale parce que c'est contraire au droit de la guerre. En tout cas, tel que nous, démocratie, nous le concevons. D'accord ? Donc ça, c'est bien. Mais quand on a affaire au régime des Mollahs, encore une fois, dire on ne peut pas attaquer ce régime parce que c'est contraire au droit international, ça veut dire que le droit international ne sert qu'à protéger le pire du pire du pire. Voyez, donc je préfère infiniment une guerre juste à un droit injuste. Alors d'ailleurs, les Américains sont très agacés puisqu'ils trouvent que les alliés ne sont pas assez à leur côté. Écoutez Pete Hegseth. Oui. Israël a des missions claires pour lesquelles nous lui sommes reconnaissants. Ce sont des partenaires fiables. Comme nous l'avons dit depuis le début, les partenaires fiables sont des bons partenaires. Contrairement à bon nombre de nos alliés traditionnels qui se tournent les pouces et enfilent des perles, hésitant sur l'usage de la force. Les alliés enfilent des perles. C'est ce que disent les Américains. J'ai honte de mon gouvernement et de mon président de la République aujourd'hui, je vous le dis franchement. Pourquoi ? Parce que justement, cet appel au droit international... Écoutez, on a un président qui n'est pas allé à la marche contre l'antisémitisme. On a un président qui a accusé Israël de répondre au 7 octobre par la barbarie. C'est le terme qu'a utilisé Emmanuel Macron. On a un président qui a appelé à reconnaître un État palestinien. Il avait d'abord condamné le 7 octobre, lui fait. Alors... Que quoi, pardon ? Il avait d'abord condamné le 7 octobre. Quand même. Ah oui, bravo, ça c'est vrai. Vous avez raison de le rappeler parce que c'est vrai que ça aurait été quand même étonnant qu'il ne le fasse pas. Mais on a un président qui a appelé à reconnaître un État palestinien. Évidemment que je suis pour la reconnaissance d'un État palestinien, mais quand il aura d'abord des contours géographiques qui soient précis et qui soient acceptables, et d'autre part quand il ne sera pas représenté par le Hamas, c'est-à-dire par un courant politico-religieux qui veut la destruction d'Israël. Il y avait une autorité palestinienne, hein ? Pardon ? Il y avait une autorité palestinienne. Ouais, elle est grandiose. Elle est corrompue, elle est ce qu'elle est, mais elle est corrompue, elle est dirigée par un homme qui a presque 90 ans, qui est complètement gâteux et corrompu jusqu'à la moelle, et par ailleurs antisémite. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Donc si on veut, moi je suis évidemment pour 2 États, mais je vais vous dire, allons plus loin. Le seul moyen d'y arriver, c'est ce que fait Trump. Pourquoi ? Parce que l'immense bêtise de l'Iran, c'est d'avoir bombardé les régimes sunnites qui sont les monarchies du Golfe. D'accord ? Chiites contre sunnites, on est habitué. Avoir bombardé ces régimes qui étaient prêts, vous le savez, avant le 7 octobre, à signer les accords d'Abraham, notamment l'Arabie Saoudite était prête à signer les accords d'Abraham. D'ailleurs, un certain nombre de ces pays les avaient déjà signés. Bombarder ces pays sunnites, ces monarchies du Golfe, c'est renforcer, mais formidablement, le projet de Trump, qui est le projet des accords d'Abraham. Et les accords d'Abraham, c'est le seul moyen d'arriver à 2 États.
un État palestinien, un État israélien qui soit en paix. C'est le seul moyen d'y arriver parce que ces deux États seront protégés par une force intermédiaire qui sera celle de ces monarchies du Golfe. Et donc, ce que fait Trump aujourd'hui, c'est tout à fait, je suis désolé de le dire, désolé parce que, encore une fois, le bonhomme est insupportable. Hein. C'est un pervers narcissique. Quand il parle, il est odieux. Sur le climat, il dit des conneries. Sur la santé, son ministre de la Santé dit n'importe quoi sur la vaccination. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de mentir, qui est clairement, à certains égards, insupportable à titre personnel. Je comprends que les gens le détestent. Oui, vous entendez qu'il y ait des personnes qui n'aient pas confiance en Netanyahou et Trump, cette alliance-là. Et encore une fois, je suis très anti-Netanyahou parce qu'on n'arrivera pas à la paix à deux États tant que Netanyahou sera là. Donc évidemment qu'il faudra un moment ou un autre que Netanyahou s'en aille et qu'on ait un gouvernement démocratique en Israël pour pouvoir justement profiter de ces accords d'Abraham. Mais ces accords d'Abraham, ils sont en train d'être préparés aujourd'hui par l'absurdité des bombardements iraniens contre les régimes sunnites que sont ces monarchies du Golfe. Vous voyez, donc on a là une situation qui est quand même extraordinairement positive, même si, évidemment, pour les gens qui reçoivent des bombes, la guerre est quelque chose d'insupportable. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote parce que j'entendais ce matin une dame iranienne qui disait voilà, on est tous formidablement contents que ce régime soit en train de mourir, voilà, soit en train d'être détruit par les États-Unis, mais la manière dont les États-Unis s'y prennent, les bombardements, c'est insupportable. Mais moi, vous savez, je suis né juste après la guerre, donc quand j'avais 7-8 ans dans ma famille, alors que mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis, je n'entendais dire que du mal des bombardements américains. Combien de Français disaient à l'époque, 10 ans après la guerre, encore du mal des bombardements américains parce qu'ils disaient « Ah, mais contrairement aux aviateurs anglais qui, eux, passent en rase-mode pour cibler les nazis et pour éviter les pertes civiles, les Américains se contentent de bombarder à 4000 mètres de haut hein, parce que ça leur évite la flaque, mais ça fait des dégâts qui sont absolument considérables chez nous. Donc on détestait les aviateurs américains et l'aviation américaine après la guerre. Alors que, évidemment, même chez des gens qui étaient très anti-nazis. Donc je comprends parfaitement que le malheureux Iranien ou le malheureux Libanais qui a beau détester le Hezbollah armé, c'est la branche armée du Hezbollah, n'aime pas non plus évidemment ce que Israël ou ce que les États-Unis leur font subir. C'est parfaitement compréhensible, c'est très humain, mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe soit une mauvaise chose. C'est la meilleure nouvelle depuis la chute du communisme. Ce que disent certains Iraniens également, exilés, hein, et puis on a eu également des témoignages sur place de nos équipes, c'est qu'une guerre extérieure pourrait aussi écraser la dynamique interne des contestations de ces derniers mois, puisqu'ils ont encore plus peur, puisqu'il y a un régime suicidaire face à eux. C'est complètement absurde, on ne peut pas dire quelque chose de plus bête, excusez-moi, c'est exactement l'inverse. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en affaiblissant militairement, puisque là, militairement, le régime va être anéanti. Et dès qu'ils auront trouvé les 400 kilos, parce qu'ils vont les trouver, d'uranium enrichi, le régime sera complètement militairement à plat. Politiquement, il est complètement dans les choux. D'ailleurs, nommer le fils Khamenei est ridicule. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer? Mettez-vous à la place des familles de ces 30 000 gamins qui ont été assassinés dans des conditions abominables. Et toutes ces femmes qui ont été torturées, qui ont été tuées, parce qu'il y en avait déjà des milliers avant. Tous ces gamins qui ont été pendus, tout simplement parce qu'ils cherchaient la liberté. Est-ce que vous croyez vraiment, sérieusement, que ces familles vont se coucher devant un pouvoir qui, en plus, sera affaibli comme jamais ? Donc ce qui se passe, ce que Trump a en tête, il faut arrêter de croire qu'il est incohérent, il est très cohérent dans cette affaire. Ce que Trump a en tête, c'est évidemment ça, c'est que le relais sera pris une fois que la guerre aura en grande partie anéanti militairement le régime et politiquement très largement anéanti le régime. D'ailleurs, on voit bien encore une fois la nomination ou l'élection de ce fils de Khamenei est ridicule. Et donc, une fois que le régime sera anéanti, il est évident que les familles de ces 30 000 gamins assassinés, elles n'auront qu'une envie, c'est de mettre en place quelque chose qui tienne la route et qui ressemble à une démocratie. Quel est le projet stratégique d'Israël? Benjamin Netanyahou s'est exprimé hier. Regardez ce qu'il dit. Il y a peu, nous avons ramené tous nos otages en Israël. Nous avons même réussi à monter sur le haut du Golan et nous avons pu créer des zones de séparation en Syrie, à Gaza et au Liban.
Nous changeons, comme je vous l'ai déjà dit, la face du Proche-Orient. Mais nous n'avons pas changé uniquement le Proche-Orient. Nous nous sommes changés nous-mêmes. Que la stratégie d'Israël peut reposer sur le rapport de force constant, Luc Ferry? Non, et c'est pour ça que moi je ne suis pas du tout soutien de Netanyahou. Je pense qu'il est une catastrophe pour son pays, sauf comme homme de guerre. Évidemment, pour faire la guerre, ça... Très bien, et on a besoin de quelqu'un pour faire la guerre aujourd'hui. Certains disent qu'il utilise la guerre aussi pour rester au pouvoir. Pour éviter la prison. C'est ce que dit Barnavi, tout simplement. C'est ce que dit, qui est quand même qui était l'ancien ambassadeur d'Israël en France. C'est pas un antisémite militant. Hein. Donc voilà, beaucoup de gens pensent en Israël, dans la gauche démocratique ou chez les démocrates israéliens, que cette guerre, évidemment, redore son blason et lui permet d'éviter la prison, puisqu'il a combien de procès au derrière, pour parler élégamment. Donc je pense que la peine sera possible que dans l'après-Netanyahou. La guerre, bon, ça il sait faire, c'est probable. Enfin, il sait faire, de manière d'ailleurs parfois terrifiante, mais en tout cas, comme homme de guerre, bon, je pense que les Israéliens peuvent, certains d'entre eux, en tout cas, se féliciter qu'il soit là. Mais c'est pas lui qui fera la paix. De toute façon, il a toujours été hostile à deux États. Il l'a toujours dit. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, il est d'accord avec le Hamas, un seul État, évidemment, pas l'État du Hamas. Mais voilà. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est vraiment très bouleversant, c'est presque aussi bouleversant que la fin du communisme, parce que l'Iran, c'est la tête de la pieuvre quand même de 80% du terrorisme international. Hein. Donc si la tête de la pieuvre est coupée, les tentacules vont tomber. Et donc, bien sûr, moi je me mets aussi à la place des malheureux Libanais. Je comprends que voilà, ils soient terrifiés par ce qui se passe sur leur propre sol, notamment. C'est cette stratégie, notamment, qui fait peur à la France, aux Libanais, puisque est-ce que Netanyahou sera prêt à aller jusqu'à une opération terrestre dans le sud Liban? Et ça, beaucoup de généraux sont contre ça, beaucoup de généraux israéliens. Oui, Margot, mais enfin, n'oublions pas une chose. N'oubliez pas que le Hezbollah est représenté au Parlement libanais et qu'il y a 2 ministres du Hezbollah qui sont dans le gouvernement libanais et que le gouvernement libanais s'est engagé il y a 1 an à supprimer la branche armée du Hezbollah, puisqu'il y a la branche militaire, puisqu'il y a la branche politique, la branche militaire. Mais en vérité, il n'a rien fait. Et donc, je ne dis pas que c'est facile, je ne porte pas de jugement, je dis simplement... Il y avait des chiites qui soutiennent le Hezbollah en tant que force politique. Il y a encore des chiites qui soutiennent le Hezbollah en tant que force politique. Mais exactement. C'est pour ça que je vous dis que le gouvernement libanais est en très grande difficulté pour éradiquer la branche armée du Hezbollah. C'est pour ça que Israël est obligé de faire le boulot. Alors moi, je me mets à la place des malheureux Libanais et j'ai beaucoup d'amis libanais. Je comprends qu'ils soient horrifiés, comme mes parents étaient horrifiés par les bombardements américains en 1944. Oui, mais là, donc pour les mêmes raisons, parce que quand vous êtes en dessous et que vous prenez ça sur la gueule et que vos enfants en meurent, évidemment que vous êtes contre. Mais néanmoins, ce que font aujourd'hui Israël et les États-Unis, c'est absolument nécessaire et c'est aussi important que la fin du communisme. Mais là, Luc Ferry, pour le Liban, ce qui agace certains alliés, notamment la France, des Libanais, c'est qu'il y a eu tout un travail mis en place, notamment par Jean-Yves Le Drian, pour faire en sorte d'avoir un gouvernement acceptable avec le président Aoun, et que là, eh bien, tous ces efforts semblent bafoués d'une certaine manière. Le travail contre la branche militaire, la branche armée du Hezbollah n'a pas été fait. De tout, ça ils viennent d'arriver. Non, arrêtez. Quand on a eu ces fameux, ces portables qui ont explosé dans la poche, dans la ceinture, dans les beepers. Les beepers. Bon, écoutez, ça c'est le travail du Mossad, c'est pas le travail qui a été fait par le gouvernement libanais. Donc soyons honnêtes. Mais ils sont arrivés après. On peut pas mettre sur le. Bah oui, mais on peut pas attendre. Qu'est-ce que Israël ne peut pas attendre aujourd'hui? Il y a une occasion unique dans l'histoire du monde pour mettre fin à ce régime des mollahs et à ses soutiens, dont le principal soutien est le Hezbollah, la branche armée du Hezbollah au Liban. Je n'y peux rien. Donc les Israéliens sont légitimes à considérer que cette porte qui vient de s'ouvrir, il ne faut pas qu'elle se referme. On ne va pas attendre 10 ans, 20 ans pour que le gouvernement libanais fasse le boulot. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse que les Israéliens mettent la pression aux Américains ?
Non, ils sont justement parce qu'ils ont vu une fenêtre de tir. Non, ils sont d'accord entre eux. Ils sont d'accord entre eux depuis le début. Et j'entends très souvent dire, y compris sur ma chaîne préférée, qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs, qu'ils pensent pas la même. Mais non, c'est absurde. Ils ont comme objectif commun l'effondrement militaire et politique de ce régime des Mollahs et de ses soutiens au sud Liban. Point final. Et donc pour Israël, c'est une question de vie ou de mort, parce que il faut quand même rappeler, mais enfin les gens le savent, que le projet de ce régime des Mollahs, c'est non seulement, bien sûr, d'éradiquer, de détruire définitivement Israël, mais si possible tous les Juifs du monde entier. Parce qu'il y a des opérations clandestines, notamment à l'étranger, notamment sur le territoire européen. Mais il y a cette petite musique qui fait peur à la communauté internationale. C'est cette voix du grand Israël que certains sionistes religieux, extrémistes du gouvernement disent très clairement. On aimerait avoir un grand Israël comme il y a eu l'Union soviétique ou autre. Et ça, forcément, quand vous avez des membres du gouvernement et des membres de la sécurité nationale qui disent cela, c'est normal que ça effraie. C'est pour ça que je vous redis qu'il n'y aura pas de paix et on ne sortira pas des difficultés actuelles tant que Netanyahou ou des gens comme Smotrich, donc cette extrême droite, seront au pouvoir. Moi, Israël est une démocratie, donc j'attends les élections, j'attends de voir qui ils vont élire. Voilà, moi, je suis sur une ligne très proche de celle de quelqu'un comme Elie Barnavi. Voilà, donc j'attends ça et avec un immense espoir, c'est qu'on ait un régime démocratique en Israël. Donc surtout pas Netanyahou, ni Smotrich, ni les gens comme ça, cette extrême droite complètement délirante aussi sur le plan religieux, enfin qui est à peu près sur la même ligne que les islamistes, enfin sauf que c'est une autre religion, mais ils sont tout aussi dogmatiques, et qu'en Israël on est donc une démocratie qui profite enfin des accords d'Abraham. C'est ça c'est ça l'espoir, si vous voulez, aujourd'hui. Vous savez que la condition, c'était l'État palestinien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'après le 7 octobre, il y a encore cette possibilité-là ? Bien sûr, mais évidemment. Mais sauf que, encore une fois, il faut que cet État ait des contours géographiques clairs et qu'il ne soit pas représenté ni par le Hamas, frères musulmans, dont le projet est de détruire Israël, ni par un gâteux corrompu antisémite. Je suis désolé de dire ça, mais il faut arrêter. Merci Luc Ferry. Prenons